Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce 4e et dernier épisode de Panorama. Cette semaine, nous avons installé, vous le voyez, le plateau sur les bords du lac du Bourget. Il est le plus grand lac naturel de France avec 3,6 milliards de mètres cubes d'eau douce, soit l'équivalent de l'ensemble de la consommation annuelle domestique de France. On en apprend tous les jours et on s'intéresse à ce lac toute la semaine. Et aussi s'y intéressent de près Florent Artaud et Stéphane Jacquet. Vous êtes tous les deux chercheurs au CARTEL, le Centre alpin de recherche sur les réseaux trophiques et écosystèmes limniques. Vous travaillez donc sur l'eau douce, voilà, son écosystème et donc les lacs alpins. Bonjour et merci à tous les deux d'être sur le plateau de Panorama. Alors ce laboratoire, il est mixte, c'est-à-dire qu'il y a des chercheurs de l'INRA et, donc ça c'est vous Stéphane, et l'université Savoie-Mont-Blanc, ça c'est vous Florent Artaud. Ça fait 20 ans, il y avait besoin de mettre les forces en présence d'un côté comme de l'autre en commun. Florent Artaud. Donc en effet, il y a eu cette opportunité il y a 20 ans d'associer à la fois des enseignants-chercheurs de l'université de Savoie-Mont-Blanc qui travaillaient sur les lacs et puis des chercheurs INRA qui travaillaient à Thonon aussi sur les lacs. Et du coup, là, il y a eu cette opportunité de travailler ensemble et de mutualiser à la fois la connaissance et les équipements pour pouvoir étudier ces lacs. Et du coup, vous êtes en partie à Thonon et en partie au Bourget. Donc vous êtes au plus près de deux des grands lacs alpins. Oui, c'est un peu notre spécificité. Effectivement, on est bilocalisé, on est un peu séparés géographiquement, mais avec une thématique commune autour de ces lacs. Effectivement, donc historiquement, INRAE maintenant, mais qui était INRA avant, est basé à Thonon-les-Bains autour du Léman. On est vraiment posé sur le Léman. Et puis, Florent, avec ses collègues à l'université au Bourget, sur le lac du Bourget, donc deux grands et magnifiques écosystèmes sur lesquels on peut travailler. Alors on va essayer de vulgariser votre travail, mais on va commencer avec un mot compte triple, réoligotrophisation. Vous allez nous en parler. Les indicateurs montrent que cette réoligotrophisation du lac du Bourget est en bonne voie. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ? En fait, voilà, tous les écosystèmes au XXe siècle, que ce soit en Europe et de par le monde, ont subi cette phase d'eutrophisation d'abord, c'est-à-dire qu'il y a eu une pollution un petit peu générale de ces écosystèmes qui consistait majoritairement en des apports de nutriments et qui enrichissent le milieu et qui vont créer des développements qui sont quelquefois néfastes au bon fonctionnement de l'écosystème. Et donc il a fallu trouver des solutions pour les restaurer au sens large. Et dès lors qu'on y arrive, par différents moyens, on y reviendra peut-être après, eh bien on rentre dans ce qu'on appelle la phase de réoligotrophisation, c'est-à-dire qu'on on tente à revenir vers un état qui était celui d'avant la pollution. Et c'est typiquement ce qu'ont vécu nos écosystèmes. C'est vrai pour le Léman, c'est vrai pour le Bourget. Ils ont vraiment des cinétiques extrêmement communes quand on les regarde. Et donc on regarde effectivement plein d'indicateurs pour justement avoir une idée de leur état de santé à un instant T, mais comment ça a évolué dans le temps. Et donc on regarde des aspects physiques, des aspects chimiques, des aspects biologiques, aussi bien au niveau de la colonne d'eau, donc vraiment vers, j'ai envie de dire, le centre du lac, vers sa zone pélagique, donc vraiment loin, et puis aussi des indicateurs qui sont plus sur le bord. Et effectivement, c'est là où on a une complémentarité, exactement, c'est-à-dire que certains d'entre nous, on regarde plutôt donc l'aspect planctonique, plutôt vers vraiment la zone profonde, et puis d'autres collègues regardent plutôt la zone littorale. Alors on va commencer par la zone littorale, puisque c'est là où on se trouve. Comment ça va, tout simplement? Est-ce que les suivis sont bons? Alors, c'est un compartiment qui a été peu étudié pendant cette phase justement de pollution, d'eutrophisation, et qui a subi également d'autres impacts, notamment l'urbanisation. On voit très bien ici qu'on est sur un paysage qui a été modifié par l'activité humaine. Et le lac du Bourget a quand même cette caractéristique d'avoir conservé, notamment au sud et au nord, deux grandes zones globalement assez sauvages avec des roselières où on garde ce fonctionnement classique de bordure de lac avec un rôle d'épuration également de l'eau qui est intéressant. Et puis on a des zones qui ont été un peu plus impactées et avec actuellement des projets aussi de restauration. Et donc on observe également tout ça, comment ce terme, donc réoligotrophisation, a eu un impact sur la zone centrale et sur les berges. Et puis comment la restauration peut également améliorer le bon fonctionnement des zones littorales.
Et donc si on plonge dans les eaux profondes, là j'ai plus la profondeur maximale du lac du Bourget. Ah, c'est un grand débat. En fait, certains disent 144, d'autres 145, d'autres 147, ça dépend. Mais on va dire entre 144 et 147, donc c'est relativement profond. Donc c'est effectivement sur une station de référence qu'on appelle le point B, qui se situe en gros entre Mémar et l'abbaye de Hautecombe, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie locale. Et donc effectivement, c'est notre station de référence que l'on suit depuis, de manière récurrente, on va dire depuis les années 80. Il y a eu aussi des études un petit peu auparavant. Et puis avec un suivi qui est devenu vraiment très important et très étoffé à partir des années 2000. Et donc là, on regarde plein de choses. Des paramètres physiques, chimiques et biologiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et pour rebondir sur ce que disait Florent, sur ces indicateurs, ces proxys qu'on peut regarder de manière assez simple, il y a des paramètres comme la transparence des eaux. Ça va parler aux gens, hein. Les gens voient très bien si les eaux sont claires ou si elles ne le sont pas, et si c'est plutôt sympathique ou si ça ne l'est pas. Donc ça, c'est un très bon critère pour voir qu'effectivement, au fil des années, ce qu'on constate, c'est qu'on a gagné en transparence sur l'ensemble de l'écosystème, et notamment sur sa zone profonde, qui est supposée représenter l'ensemble de l'écosystème, parce que justement, il s'est réoligotrophisé, parce qu'il a été protégé et restauré grâce aux actions qu'on a pu mettre sur son bassin versant. Mais une eau transparente, c'est forcément une eau et un écosystème qui va bien ? Non, pas forcément. Et d'ailleurs, on peut prendre un contre-exemple. C'est que sur des écosystèmes comme celui-là, et le Bourget en est un très bon exemple, Aiguebelette, qui est son voisin, est un très bon exemple aussi, on peut quelquefois, sur la période printanière estivale, voir des transparences qui vont être amoindries par une coloration des eaux que les locaux connaissent bien. C'est une eau qui devient un peu laiteuse, turquoise. C'est vraiment très caractéristique, c'est très impressionnant. On a l'impression d'être dans un lagon. Et en fait, la transparence, là, pour le coup, chute vraiment. Et en fait, ça pourrait être synonyme d'un écosystème qui va moins bien. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'en fait, c'est juste des réactions biogéochimiques qui s'opèrent au sein du lac, qui font que ces eaux deviennent turquoise, moins transparente, liée à la température, la luminosité, et puis des choses qui se passent à l'intérieur du système. Mais globalement, quand on regarde ce critère de la transparence, effectivement, plus on va vers des eaux de transparence, plus c'est un gage de qualité et de bon état de santé de l'écosystème. De l'écosystème, du coup, au sens large. Au sens large, et après, chaque compartiment va répondre à cette transparence de manière aussi décalée, notamment sur la zone littorale. On a vu avec l'augmentation de la transparence, en fait, une progression de la végétation aquatique qui, dans les années 2000, se situait jusqu'à 5 mètres de profondeur. Et là, dans les suivis qu'on a fait, on voit qu'à partir des années 2010, on a la végétation qui gagne en profondeur et qui maintenant se développe jusqu'à 15 mètres, 20 mètres de profondeur, des choses qu'on n'observait pas jusqu'avant. Parce qu'un lac en bonne santé, c'est un lac qui a notamment des végétaux, les roselières, là on est juste à côté. Alors, soit des roselières, soit de la végétation qui va aussi se développer directement dans l'eau. Après, voilà, pour le fonctionnement de l'écosystème, c'est plutôt bénéfique pour la biodiversité, parce que c'est comme un système terrestre avec de la végétation, avec des arbres. On imagine très bien qu'il va y avoir plus de faune dans une forêt que sur un éboulis. Et ben, c'est pareil pour un lac. Si vous avez un lac avec de la végétation, il y aura plus de faune, plus d'insectes, plus de poissons que si vous n'avez pas de végétation. Après, si on est baigneur ou si on veut observer le lac, la végétation peut être plutôt un problème parce que on n'aime pas forcément aller nager au milieu des herbes. Mais pour le lac, c'est plutôt un gage de bonne qualité d'avoir de la végétation et des roselières, oui. Et d'ailleurs, votre travail, il sert de très près, vous êtes en lien très direct avec les gestionnaires, avec Sébastien Cachera qu'on a reçu dans le premier épisode, le Conservatoire d'espaces naturels. C'est-à-dire que tout le travail de recherche que vous faites, il a vocation à être très concret, à être utile dans la gestion de ces lacs. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, si on revient historiquement à ce qui s'est passé sur un écosystème comme le lac du Bourget, c'est grâce aux scientifiques que certains politiques ont pu prendre des décisions très fortes pour justement le restaurer, le protéger et faire qu'on a un écosystème maintenant qui est multi-usage et qu'on peut utiliser pour des aspects aussi bien professionnels que récréatifs, que touristiques et j'en passe. Et donc effectivement, nous on amène un peu cette garantie scientifique de dire voilà comment va l'écosystème, comment il est à un instant T, comment il a évolué dans le temps, comment on peut imaginer qu'il va évoluer et comment évidemment tout ça peut entrer dans un arbre décisionnel par des gens qui effectivement après ont le pouvoir de le faire. Et là en l'occurrence il y a beaucoup de communes autour du lac du Bourget avec beaucoup de mairies, beaucoup de gens donc qui vont effectivement pouvoir prendre des décisions pour tenter de faire que cet écosystème puisse plaire et être utilisé par tout le monde, mais aussi qu'il fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il ait encore une fois un état de santé qui soit le plus optimal possible. Puis après, c'est vraiment une interaction qui est gagnante-gagnante à la fois pour les gestionnaires et pour nous en termes de connaissances.
où chacun va avoir des connaissances différentes, mais voilà, eux, ils connaissent aussi très bien leur milieu, ils vont pouvoir nous apporter des connaissances. Et puis on va aussi pouvoir monter des projets à la fois de gestion et de recherche. Actuellement, typiquement, on a un projet sur le rôle d'épuration des roselières, et ça permet à la fois à nous d'acquérir de la connaissance, et puis eux, ça permet également de mieux cibler les actions de restauration. Donc c'est vraiment un partenariat qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. On parle beaucoup de dérèglement climatique, notamment quand on est en montagne, quand on voit les glaciers. Est-ce que les lacs alpins, comme celui du Bourget, sont aussi des témoins de ce dérèglement climatique-là ? Alors les lacs sont d'excellents témoins de tout ce qui se passe évidemment autour d'eux et même plus globalement. Et donc typiquement ce changement global qu'on peut résumer par le réchauffement climatique, mais aussi l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes qui peuvent avoir des conséquences sur le fonctionnement global des écosystèmes. Alors les grands lacs comme ceux-là, ils ont quand même, ils sont très grands. Il y a ce qu'on appelle une hystérésis qui est importante, et donc les conséquences ne sont pas forcément visibles tout de suite par rapport à d'autres lacs, et Florent pourra en parler mieux que moi parce qu'il travaille beaucoup sur ces lacs-là, qui sont les lacs d'altitude, qui sont des lacs dits sentinelles justement, et sur lesquels on peut voir des choses de manière très concrète et très vite. Ici, on sait bien évidemment qu'à partir du moment où la température va augmenter, eh bien, la physique de l'écosystème va pouvoir être modifiée, que ça peut avoir des conséquences sur la biologie. Pour l'instant, on le voit. Ça veut dire par exemple le lac s'oxygène moins ? Voilà, exactement, moins d'oxygénation des eaux profondes qui peuvent potentiellement impacter par exemple la faune fixée, les invertébrés qu'on va trouver sur les sédiments, les œufs de poissons bien évidemment qui ont besoin d'oxygène pour pouvoir se développer et puis donner les futurs petits poissons. Donc voilà, on peut imaginer et on commence à observer des choses et on l'expérimente au laboratoire pour effectivement tenter après de faire des liens avec ce qui peut se passer dans la nature. Mais encore une fois, sur des lacs comme ceux-là, il faut imaginer qu'on regarde un facteur, on a une entrée, mais en fait c'est multifactoriel et donc c'est souvent très compliqué et c'est ce qui évidemment justifie toutes les recherches qu'on peut faire là-dessus. Et aussi ces suivis à long terme qui nous permet d'avoir du recul et de voir effectivement, il y a 10 ans c'était comme ça, maintenant c'est comme ça, dans 10 ans ça sera sûrement différemment, et un peu de discriminer l'ensemble de tous les signaux qui peuvent être très locaux ou effectivement beaucoup plus globaux. Ces lacs sentinelles sur lesquels vous travaillez par exemple, ça peut être des témoins de ce qui peut se passer ici dans quelques années ? Alors, c'est pas forcément des systèmes qui vont être comparables, ou sur les lacs d'altitude, on est sur des petits systèmes qui sont très réactifs au moindre changement, alors que là on est sur des gros systèmes. Donc, pour moi, on s'opère vers des trajectoires qui sont différentes. Donc c'est pas forcément, c'est un sentinelle de comment le changement climatique impacte nos écosystèmes, mais on ne peut pas forcément en déduire des choses pour le lac du Bourget. Derrière le changement climatique, il y a aussi toute la problématique en fait de pluviométrie, de niveau des eaux, d'assèchement qu'on va avoir sur des petits systèmes qu'on aura moins sur le lac du Bourget parce qu'il est géré notamment avec sa connexion par rapport au Rhône au moment des crues, au moment des assèchements, ce qui fait qu'il sera moins impacté ou en tout cas moins rapidement par le changement climatique que des lacs qui seraient complètement déconnectés, où on pourrait avoir ces grandes variations du niveau d'eau qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement du lac, mais jusqu'à un degré qui reste dans la normale. Dernière question, la même à tous les deux, je l'ai posée à tous les invités. Selon vous, quel doit être, ou quel va être, je ne sais pas, l'avenir du lac du Bourget en une phrase, s'il fallait résumer les prochaines années ? C'est compliqué, c'est une question piège. En tout cas, ce qui est remarquable, on le décrit souvent comme ça, c'est que c'est un écosystème modèle de restauration réussie. Et ça, on peut quelque part s'enorgueillir de ce genre de succès en France et localement, régionalement, parce que le schéma global, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, c'est plutôt des lacs qui s'eutrophisent, qui deviennent malades, qui ont des problèmes. Et nous, on a un peu des contre-exemples qui montrent qu'on peut réussir, dès lors qu'il y a des volontés très fortes, de sauver ces écosystèmes. Donc l'avenir, je ne le connais pas et je ne suis pas devin, je suis incapable de le dire. Par contre, il y a beaucoup de choses qui laissent à penser quand même qu'on a tout fait pour les sauvegarder, on a tout fait pour les préserver et que ceci va perdurer dans le temps. Et heureusement. L'enjeu, c'est vraiment de concilier les activités humaines avec le bon état écologique du lac qui nous rend des services. Et après, c'est vraiment une question sociétale. Qu'est-ce qu'on veut faire de ce lac ? Qu'est-ce qu'on veut que ce lac devienne ? Et nous, on est là pour apporter quelques billes pour comprendre. Mais après, c'est vraiment une question de société sur comment on imagine le lac dans 20, 30 ou 40 ans.
Et donc, on invite chacun de nos téléspectateurs, puisque beaucoup vivent à proximité des lacs, à ne pas se poser la question. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur 8 Mont Blanc.